Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on va continuer donc sans plus attendre la deuxième partie de l'épisode 13 qui, vous allez voir, va vous intéresser particulièrement. On va parler de pas mal de choses, ça va être très intéressant, et comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et préparez-vous, hein, posez-vous tranquillement, c'est parti. On va commencer d'ailleurs sur les expériences pratiques et les initiatives actuelles. Puisqu'en parallèle des recherches théoriques, comme je vous l'ai exposé un peu dans la première partie, il y a des expériences pratiques et des initiatives qui sont en cours pour tester et valider les théories proposées par des médecins, et enfin par des médecins, par des chercheurs, tout un tas de médecins, tout un tas de grands penseurs. Voilà, c'est un mot générique pour expliquer que voilà, il y a beaucoup de gens qui tentent de valider cette théorie. Tout d'abord, on va se concentrer sur le Grand Collisionneur de Hadron, donc le LHC, qui lui est situé au CERN, près de Genève, et c'est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde. Il est utilisé pour tester diverses théories en physique des particules, et pour rechercher aussi des particules exotiques, comme le boson de Higgs, qui a été découvert en 2012. Alors l'objectif actuel, les expériences en cours au LHC, ça cherche vraiment pour l'instant à explorer au-delà du modèle standard de la physique des particules. Il va rechercher en fait des signes de nouvelles particules et des interactions qui pourraient expliquer des phénomènes qui n'ont pas encore été résolus, comme la matière noire. Donc ça nous amène à parler des télescopes et des observatoires, puisque les télescopes et ces observatoires jouent des rôles cruciaux dans l'astrophysique et qui permettent aux scientifiques de collecter tout un tas de données sur les objets et les phénomènes astronomiques qui nous entourent. Donc tout d'abord, un des observatoires que je parle très souvent, c'est celui qui observe donc les rayons X Chandra et qui lui est utilisé en fait pour observer les émissions de rayons X qui proviennent des étoiles à neutrons, des trous noirs, des supernovas, et ça fournit des informations cruciales sur les objets les plus énigmatiques de l'univers, quoi. Et après on a James Webb, bien sûr, qui lui succède au télescope spatial Hubble et qui est capable de voir plus loin dans l'univers et de fournir des données bien plus détaillées que sur les photos de Hubble, pardon. James Webb nous fournit des photos vraiment incroyablement bien plus fournies des premières galaxies, par exemple, qui sont formées après le Big Bang, d'une définition bien plus importante, quoi. Désolé, j'ai eu du mal à finir ma phrase. Et après, bien sûr, il y a les projets de détection de matière noire. Donc la recherche de matière noire, c'est un domaine dynamique et crucial en physique et en cosmologie. Et donc pour détecter cette substance mystérieuse, les scientifiques ils utilisent une combinaison de méthodes expérimentales directes ou indirectes, ou les deux à la fois. Et ces approches visent à capturer en fait des preuves de cette matière noire, soit en l'observant en fait directement avec ses interactions avec la matière ordinaire, soit en détectant les produits de ces désintégrations ou annihilations. Donc on va se concentrer un peu sur les expériences directes, puisqu'elles cherchent en fait à détecter les interactions de la matière noire avec la matière ordinaire dans des environnements contrôlés. Et ces expériences, elles utilisent des détecteurs en fait qui sont ultra sensibles et qui sont placés dans des conditions particulières pour minimiser les interférences. Et donc je vous avais parlé un petit peu en preview, quoi, genre de Xénon. Xénon par exemple, c'est un détecteur de matière noire, ou alors Xénon NT, pardon. Et son principe de fonctionnement, en fait, en gros, comme Xenon NT, c'est sa version améliorée, en fait, ils utilisent des détecteurs, en fait, qui sont remplis de xénon liquide, ultra pur. Et l'idée, c'est que lorsqu'une particule de matière noire comme un WIMP, donc un Weakly Interacting Massive Particle, interagit avec un atome de xénon, il va transférer son énergie à ce dernier, et ça provoquera une scintillation, quoi, un éclair de lumière, qui est ionisante. Et du coup, les atomes de xénon voisins. Et du coup, ça va démarrer, en fait, ça va allumer en fait des atomes de xénon voisins, quoi. Ça va les allumer, quoi, entre guillemets, quoi. Je sais pas comment expliquer plus simplement. Bref, au niveau de la détection et de l'analyse, il y a les scintillons et les électrons qui sont libérés. Ils sont détectés donc par ces photomultiplicateurs qu'on appelle des PMTS. Et c'est des capteurs de charge qui, respectivement, analysent les signaux qui permettent de distinguer en fait les interactions potentielles de la matière noire des bruits de fond qui sont produits par le rayonnement naturel et cosmique.
Et après, on a les cryo-EDM, donc c'est en gros l'expérience cryo-EDM, donc c'est cryogénique Electron Dipole Moment. En fait, ça vise à détecter des interactions spécifiques entre la matière noire et les neutrons en utilisant des détecteurs qui sont refroidis à des températures cryogéniques, quoi. Et en particulier donc les températures, donc les mouvements thermiques des atomes et des particules non minimisées, ça a amélioré en fait la sensibilité de l'appareil aux interactions de faible énergie, quoi. Un peu compliqué, je peux vous l'accorder. Mais j'ai pas voulu rentrer trop dans le détail parce que on va en reparler dans les épisodes qui vont suivre plus tard. Ensuite, il y a Pico. Donc Pico, en fait, l'expérience Pico, elle utilise des détecteurs à chambre à bulles surchauffées pour rechercher les WIMPs. Et lorsque ces particules elles interagissent avec les noyaux de fluide superchauffés, ça provoque la formation de bulles visibles, quoi. Et du coup, la détection et l'analyse, en gros, cette formation de bulles, elle est détectée visiblement et acoustiquement. Et ça permet du coup une discrimination précise entre les interactions de la matière noire et d'autres événements. Vous voyez, c'est très compliqué, on rentre dans des aspects vraiment très compliqués à expliquer. Du moins à simplifier, quoi. Parlons maintenant des expériences indirectes. Là aussi, il y a de matière à dire. Les expériences indirectes, donc elles cherchent à détecter des produits de désintégration ou d'annihilation des particules de matière noire dans l'univers. Et ces expériences, elles utilisent des télescopes et des observatoires pour capter des signaux spécifiques qui pourraient indiquer la présence de matière noire. Donc, on va parler aussi précisément déjà d'un télescope à rayons gamma, donc le Fermi-LAT, donc c'est un télescope à grande surface. Le Fermi-LAT, en fait, c'est un télescope spatial qui détecte les rayons gamma et qui proviennent de diverses sources dans l'univers, quoi. Et les annihilations de particules de matière noire, elles pourraient produire des rayons gamma énergétiques. Et ça laisserait donc des signatures distinctes. Alors comment détecter et analyser ? Eh bien, en surveillant des régions spécifiques, comme le centre de la Voie lactée ou des amas de galaxies, ou même la densité de matière noire qui est supposée être. Et donc Fermi-LAT, en fait, il cherche des excès de rayons gamma qui ne peuvent pas être expliqués par des processus astrophysiques connus. Donc il y a de l'IA dedans, il y a tout un tas de systèmes informatisés. C'est une dinguerie, le truc. Je peux vous l'assurer. Ensuite, parlons des observateurs de neutrinos. J'avais déjà fait un petit le saviez-vous sur les neutrinos. En gros, l'observateur de neutrinos IceCube, que j'ai déjà parlé, en gros, il est situé au pôle sud, il utilise un kilomètre cube de glace antarctique pour détecter les neutrinos. Et les annihilations de matière noire, elles pourraient produire des neutrinos de haute énergie, quoi. Et comment on détecte et on analyse ? C'est pareil, ces interactions de neutrinos en fait, avec la glace, elles produisent des éclairs de lumière, des rayonnements Cherenkov, et qui sont détectés en fait, par des photomultiplicateurs. Et ces données elles sont analysées pour identifier les flux de neutrinos inattendus qui sont issus de la matière noire. Après, bien sûr, on a les télescopes à rayons cosmiques, donc l'AMS-02, donc c'est un spectromètre magnétique alpha. Et l'AMS-02, donc c'est un détecteur de particules qui est installé sur la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Et il mesure en fait les rayons cosmiques en permanence, y compris les particules de haute énergie, comme les positrons et les antiprotons. Protons, je vais y arriver. Et donc pareil, comment il fonctionne et comment il analyse, les excès de positrons et d'antiprotons peuvent indiquer en fait des annihilations de matière noire. Et du coup, la MS2, en fait, il analyse la composition et l'énergie de ces fameux rayons cosmiques pour rechercher les signatures distinctives de cette matière noire. Donc, parlons un peu maintenant de la synergie entre expérience directe et indirecte. Parce que ça vaut le coup d'expliquer un peu cette combinaison de données qui provient en fait d'expériences directes et indirectes. Et finalement, c'est crucial pour une compréhension complète de cette matière noire. On essaie de voir tous les aspects en fait des expériences qu'on a. Donc, tandis que les expériences directes tentent de capturer en fait les interactions dans des environnements contrôlés, les expériences indirectes scrutent l'univers pour des indices de la présence et de comportement de la matière noire. Donc on pourrait englober deux particularités, c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité en fait des méthodes, les résultats positifs des expériences directes, elles peuvent être corroborés en fait par des observations indirectes et vice-versa. Et cette synergie, elle renforce la crédibilité des découvertes potentielles. Et le deuxième point, c'est bien sûr l'analyse croisée des données. Quand on va comparer et qu'on va croiser les données et qu'on va comparer les observations, les scientifiques ils peuvent affiner les modèles théoriques de la matière noire, ils vont améliorer l'IA
Et comme ça, ils pourront identifier des erreurs ou des anomalies et proposer des nouvelles expériences pour tester des hypothèses spécifiques, quoi. Donc la quête pour détecter et comprendre la matière noire, c'est l'un des défis les plus excitants et exigeants de la physique moderne, bien sûr, et des expériences directes et indirectes jouent des rôles complémentaires qui sont essentiels dans cette recherche. Et les avancées dans ces domaines, ils pourraient non seulement révéler la nature de la matière noire, mais aussi révolutionner notre compréhension de l'univers en ouvrant de nouvelles perspectives en cosmologie et en physique des particules. Comme d'hab, nous allons faire un petit point vraiment rapide sur les collaborations internationales, j'aime bien le faire à chaque fois. La nature des défis en physique et en astrophysique, elle exige forcément une collaboration internationale pour partager les ressources, les données et même les idées. Donc vous avez le CERN, l'ESA et la NASA, et les projets internationaux et télescopes aussi. Donc le CERN, en fait, c'est un exemple de collaboration internationale réussie, qui regroupe des scientifiques et des ingénieurs de nombreux pays pour travailler sur des expériences de physique des particules à grande échelle. Vous avez l'ESA et la NASA qui sont des agences spatiales européennes et américaines qui collaborent souvent sur des missions spatiales et qui combinent leurs expertises et leurs technologies pour explorer l'univers. Et vous avez les projets internationaux de télescopes, donc des projets comme l'Observatoire des ondes gravitationnelles, comme l'interférométrie laser LIGO, et Virgo aussi, qui est européen et qui est un observatoire et puis l'observatoire de neutrinos Ice-Cube aussi en Antarctique, je me plante un peu, pardon, qui montre comment en fait la coopération internationale elle peut conduire à des découvertes révolutionnaires, quoi. Donc pour conclure rapidement, la recherche en fait et les expérimentations actuelles en physique et en astrophysique, c'est clair, elles sont à la pointe de la compréhension humaine de l'univers en ce moment même. Pour le moment, ça n'évolue pas trop, mais grâce à des initiatives théoriques et pratiques, et ainsi qu'à des collaborations internationales, petit à petit, l'oiseau il fait son nid. Les scientifiques ils continuent forcément de repousser les frontières de la connaissance. On cherche toujours de plus en plus à dévoiler les mystères les plus profonds de l'univers, à chercher de plus en plus à confirmer les théories qu'on a. Et ces efforts, en fait, conjoints, qu'on a tous ensemble, forcément, ils promettent de conduire à des découvertes révolutionnaires et ouvrir la voie à des nouvelles technologies et une compréhension plus profonde de notre place dans le cosmos, quoi. Voilà, j'espère que en tout cas cet épisode numéro 13 vous a vraiment plu. J'avoue que c'était un épisode qui était très condensé, on a dû le diviser en 2 parties, mais vous avez bien vu que c'était quand même assez compliqué à tout simplifier comme ça en un seul épisode. Effectivement, l'épisode 13 a été très intéressant en ce qui concerne les projets et expérimentations actuelles, donc voilà, c'était vraiment déjà une bonne première partie en tout cas du point 4 de ces... En tout cas, ce qui parle des recherches et des expériences théoriques et des initiatives actuelles en physique et en astrophysique. Et vous allez voir que pour le deuxième épisode, enfin pour la deuxième partie de ce 4e point, on parlera des projets, des propositions de recherche et plus précisément des initiatives privées et gouvernementales. Vous allez voir, on va parler de pas mal de projets différents. Et ça méritera donc un épisode à part entière pour ça. Et le deuxième épisode, ça sera plutôt porté sur les simulations numériques et les modèles expérimentaux qui sont sortis ou qui sont en développement. Vous allez voir, on va parler de tout un tas de choses très intéressantes, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à commenter. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.